Bonjour. Je suis ravie que De même. tu sois ici pour ce début de podcast, en fait, parce que c'est vrai qu'il est tout nouveau et je suis vraiment ravie que ce soit toi qui soit dans les premiers invités. Avec plaisir. On te présente, mais on ne te présente plus. Si, bien sûr. Bien sûr. Donc, tu es un homme de radio avant Oui, tout. Enfin, oui. maintenant de scène, on en parlera, Voilà. mais au départ, c'est de radio. Tu as commencé comment? Alors j'ai commencé moi en tant qu'auditeur de radio, c'est-à-dire que pendant les années 90, en fait, il y a eu un phénomène sur la FM qui s'appelait les libres antennes, où les jeunes écoutaient en fait d'autres jeunes parler comme ça pendant des heures et des heures. Et moi j'adorais ça en fait, parce que je trouvais ça amusant. Et moi j'étais en Bretagne, un petit peu à la campagne quand même, un petit peu perdu. Donc entendre d'autres jeunes dans le poste qui venaient vraiment d'autres coins de France, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, il n'y avait rien en fait pour nous raccorder les uns aux autres en fait. C'était en quelle année? Je sais pas, 94, 95, dans ces eaux-là, 93 même peut-être. Et Doc Eddie Fool, le Love in Fun, enfin cette époque-là, mais qui a généré derrière plein d'autres émissions en fait. Et moi je suis tombé amoureux du média radio, c'est-à-dire que c'est nous les jeunes des années 90, on écoutait ça en fait, on écoutait la radio la nuit, le soir, très tard, parce qu'il y avait des émissions en fait pour nous. Et je trouvais ça génial, quoi, cette proximité avec les gens, cette façon qu'avait quelqu'un de partir sur 3 heures, comme on fait aujourd'hui sur Twitch par exemple, sur Internet. Oui. Mais à l'époque c'était sur Fun Radio, sur Skyrock, sur Énergie, etc. Les gens passaient 3 heures à parler avec d'autres. Et moi, ça me faisait rêver, quoi. Et je m'étais dit, j'aimerais bien faire de la radio quand même. Et après, j'étais à Rouen quelques années dans le cadre de mon service national, parce que j'étais un des derniers à faire ce genre de truc. Et là, j'ai réussi à entrer dans des radios associatives comme ça, par le biais de gens. Et donc des radios vraiment en tant que bénévole, quoi, sans aucun moyen. Mais pour moi, c'était vraiment les débuts et j'ai pu tout tester, parce que dans les radios asso, il n'y a personne pour vous dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Comme un podcast, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a une liberté totale, en fait. Ouais. C'était le podcast de l'époque, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé là, quoi. Dans les radios associatives, en tant que bénévole, en bossant des heures et des heures par semaine, et juste la passion, quoi. Et comment on rentre quand on a envie de le faire, d'accord, mais comment on fait pour après la radio plus professionnelle? Ouais. Alors justement. Parce qu'au départ, c'est toi qui as créé une radio. Non, pas du tout. Non, j'étais sur des radios de quartier, etc. Mais juste en tant que bénévole. Et ensuite, c'est parce que j'ai rencontré des gens, en fait, je sais même plus comment. Une amie d'une amie qui avait, je crois, une émission sur le cinéma, et donc j'ai commencé à venir parler de cinéma alors que j'y connaissais pas grand chose, mais je m'étais dit allez, on va travailler, quoi. En fait, ce que j'avais envie, c'est de parler, donc de faire de la radio pour dire n'importe quoi. Donc c'était le cinéma. Si on m'avait embauché sur une émission de philo, j'aurais appris la philo. Enfin voilà, Ouais. sur le maquillage, je me serais maquillé. Je voulais vraiment juste faire de la radio, quoi. Et après, ça s'est professionnalisé. J'ai commencé à rencontrer des professionnels à Radio France. J'ai fait France Bleu, RTL et France Inter, etc., etc. Tout s'est enchaîné un peu. Oui, parce que tu étais performant, donc on est venu Je sais pas, mais en tout cas, sans que je cherche, ça s'est bien enchaîné, quoi. Ouais, c'est. Okay. Et le ton que l'on te connaît est généralement absurde. Ça a toujours été le cas. Le truc un peu absurde. Après, j'aime bien aussi m'axer sur l'info, quoi, sur l'actu. Donc, si je peux mêler les deux, moi, je suis content. C'est-à-dire que là, récemment, j'ai fait une chronique où je disais, alors je commençais en disant, en France, on est un peu autocentré, on aime bien nos régions, on aime bien le crottin de Chavignols, on aime bien Valérie Pécresse, et on est concentré là-dessus. Et je dis, Valérie Pécresse, pour la distinguer, c'est celle qui n'est pas fait au lait de chèvre, quoi. Voilà, et je pense qu'Éric Ciotti ne le sait pas, c'est pour ça qu'il court derrière. En fait, c'est peut-être un gros gourmand. Donc ça veut rien dire, en fait, c'est complètement absurde, mais en fait, ça crée des images qui, moi, me font rire, et qui permettent de dire quelque chose politiquement. C'est-à-dire que dire qu'Éric Ciotti poursuit Valérie Pécresse pour avoir une possibilité politique, on peut le dire aussi autrement qu'en disant les choses de manière brute. Donc j'aime bien passer par la métaphore du lait de chèvre ici, pour dire quelque chose et surtout un peu à l'anglo-saxonne, quoi. C'est-à-dire avec des images complètement folles, quoi. Ouais, je suis cliente, ouais. Ouais. Moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Donc, quand tu as commencé, Tanguy Suntory, c'est ça? Ah oui, c'est il y a longtemps, ça, ouais. Ouais, c'était un pseudo, en fait. Et alors, il vient d'où Il vient de, je ne sais pas d'où. Le Suntory, c'est un whisky japonais, en fait, qui s'écrit pas comme ça, c'est écrit Y à la fin. Moi, j'écrivais ça avec 2 I.
Et dans Lost in Translation, ils boivent du whisky Suntory, le film de Jane Campion. Non, Coppola, la fille Coppola, Sofia Coppola. Ouais. Ils boivent du whisky Suntory tout le long de la soirée, ça m'avait amusé. Et puis c'était l'époque d'MC Solar avec 2A, donc moi j'avais mis Suntory avec 2I. En fait, l'idée c'était de se protéger un peu parce qu'on était sur des radios associatives en tant que bénévole. On clashait parfois un peu les politiques du coin, les marques, etc. Et c'était un peu compliqué. On avait des menaces de procès à droite à gauche pour diffamation. Donc on s'était dit c'est moins risqué d'apparaître déjà sous des pseudos pour pas qu'on aille chercher dans l'annuaire, parce qu'à l'époque il y avait des annuaires, où est-ce que vous habitez quoi. Enfin, donc on avait tous pris, toute l'équipe en fait, des gens avec qui je travaillais à l'époque, on avait tous pris un pseudo pour se planquer en fait, pour se cacher. Par contre, tu avais gardé Tanguy quand même. J'avais gardé Tanguy, ouais, je trouvais que ça sonnait bien. C'est pas si commun, et on aurait pu te retrouver quand même. Oui, c'est vrai. Encore, si j'étais resté en Bretagne, il y en avait plein, mais à Rouen, moins, ouais. C'était pas fin de ma part. Et j'en ai conscience maintenant. J'étais peut-être un peu abruti, hein, on peut le dire aussi. Cette hypothèse n'est pas exclue. Et alors, comment tu es devenu Pasturo ? Quand est-ce que tu as fait ce changement-là ? Pourquoi ? Comment ? Je l'ai fait à France Bleu Île-de-France quand je suis arrivé et que j'ai été payé pour faire ça. En fait, ils m'ont dit, mais alors c'était une radio plus sérieuse, on va dire. On n'était pas sur la culture de l'AFM où tout le monde prend des pseudos. Diffoul ne s'appelle pas Diffoul. Fred Musa ne s'appelle pas Fred Musa, il doit s'appeler Frédéric quelque chose. Tu aurais eu le droit, enfin on t'aurait permis de le faire. Je crois que ça correspond vraiment à la FM, quoi. À France Inter, tout le monde s'appelle par son nom et son prénom, à part Nagui finalement. Mais c'est parce qu'il a commencé il y a longtemps, et effectivement il a commencé lui sur des radios FM où il n'avait pas envie de garder son nom de famille, donc il s'est appelé Nagui, et puis ensuite ça l'a poursuivi. Arthur aussi, voilà, tous ces gens-là. Mais moi, France Bleu, non, on m'a dit nom et prénom normaux, et dans le même temps j'étais sur Radio Nova, et là j'étais resté Suntory parce que j'avais pas le droit d'être sur 2 radios en même temps normalement. Voilà. Donc c'était pratique. Ouais, le pseudo c'est bien pour ça. Après on peut maquiller aussi un peu sa voix pour pas qu'on reconnaisse trop, mais France Bleu Île-de-France et Nova, c'était vraiment 2 antennes très qui n'ont rien en commun, quoi. Donc enfin les gens auraient pas pu m'entendre et sur l'un et sur l'une et sur l'autre. Donc tu as testé toutes sortes de radios. Oui. Privé, public, toutes sortes de radios. Et tu as fait, alors attends que je regarde, tu as fait divers programmes. Tu es resté à RTL d'ailleurs longtemps. 9 ans. Ouais, 9 saisons. Avec même un feuilleton. Ah non, c'était sur Radio Nova, les mystères de la grotte. C'était un feuilleton que j'écrivais avec une autre personne en fait, mais c'était chouette ce feuilleton radiophonique. C'est marrant parce qu'on écrit vraiment une histoire, quoi, avec un épisode chaque jour, et c'est un super exercice en fait qui se fait plus trop, mais qui se faisait au début de la FM et au début de la radio tout simplement. C'est-à-dire qu'RTL dans les années 40, 50, il y avait beaucoup de feuilletons. Il y a la famille du raton par exemple dont les plus anciens se souviennent, mais voilà, c'était une culture. À un moment il y avait ça vraiment en radio, donc voilà. D'accord. Si, ça se fait encore pas mal. Ça se fait encore les feuilletons ? Ouais. Et d'accord. puis alors en podcast, beaucoup. Hein, ah d'accord, oui, en podcast, ouais. Les podcasts, je pense, revient un peu aux fondamentaux, d'une certaine manière, de la radio. C'est-à-dire le temps pour parler. On n'a plus de temps aujourd'hui, réellement, pour parler à la radio, pas tellement. Et sur un podcast, on a du temps. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de format. Et ça m'a fait penser, quand tu parlais des feuilletons, ça t'a jamais branché d'écrire un scénario ? D'être scénariste par exemple ou... Alors scénariste, si, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que pour l'instant j'ai pas vraiment les entrées, j'ai pas vraiment, je sais pas comment faire. Voilà, j'ai pas déjà écrire peut-être. Ouais, écrire, ouais. Et puis après présenter ton projet. Ouais, c'est vrai. C'est tout bête finalement. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Heureusement que je fais ce podcast parce que sinon j'avancerais vraiment pas dans la vie. J'ai aucune idée. C'est cadeau. Ouais. C'est sympa. On est dans un théâtre, on est à l'Européen. Donc il y a du monde autour de nous. Et alors, pourquoi l'Européen ? Alors pourquoi l'Européen ? Alors je ne sais absolument pas. Non, c'est Léna, mon attachée de presse, on va tous dire, qui aime beaucoup ce lieu, parce que la plupart des artistes qu'elle a en fait jouent à l'Européen. Moi j'ai jamais joué à l'Européen. Par contre, franchement, un théâtre, une fois que vous avez commencé à jouer en théâtre, vous pouvez aller dans n'importe quel théâtre, vous retrouvez une ambiance quand même qui est commune, quoi. C'est-à-dire que moi, à l'Européen, je me sens bien comme je me sentais bien au Théâtre de la Renaissance, comme je me sens bien aux Folies Bergères. Il n'y a pas véritablement de différence en fait. Je trouve que c'est la même culture, quoi. T'as de la chance, toi. Non, je sais pas. Moi, je me sens bien dans les théâtres. C'est parce que t'es tout nouveau sur scène, non ? Ouais. C'est ça. Ah oui, sans doute. Après quoi, on s'en lasse ? Non, peut-être. Non, pas tous les lieux ont la même âme. Hein, quand même. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Alors justement, ça fait le switch. T'es comédien de scène depuis
pas si longtemps que ça. Non, quelques années, ouais. D'accord. Ouais. Et comment c'est venu? Alors c'est venu par le désir d'un homme, le désir de quelqu'un d'autre en fait, un monsieur qui s'appelle Christophe Meillan, qui est producteur, il a découvert pas mal d'artistes et on se connaissait parce qu'il avait travaillé en tant qu'animateur sur France Bleu Île-de-France il y a des années et des années, on se connaissait depuis longtemps en fait. Et un jour on s'est revus dans les coulisses d'une émission, il drivait un petit magicien. Et puis moi j'étais dans l'émission d'Arthur et voilà, enfin on s'est croisés là, il me dit bah ça alors c'est bon, tes chroniques c'est toujours aussi bien, je t'écoute depuis des années, est-ce que tu as pensé à la scène? Je lui dis ah non, c'est pas du tout pour moi vraiment je suis quelqu'un de radio quoi, j'oserais jamais me mettre devant les gens comme ça. Il me dit écoute, c'est pas grand chose, allez vas-y, écris un truc. Bon, j'écris un truc. Et il me Comme dit, le scénario. Voilà. Et il me dit bah c'est pas mal. Maintenant que tu as écrit, tu vas quand même le jouer. Je dis je sais pas. Si, allez, je te réserve un petit théâtre. Alors il m'a réservé un petit théâtre de 30 places à Paris qui s'appelait La Cible, qui n'existe plus aujourd'hui et qui, pour l'anecdote, était une ancienne salle de striptease. Donc je jouais en fait sur une scène circulaire qui s'allumait par en dessous, il manquait juste la barre de pole dance en fait, donc il y avait vraiment un truc assez sexy et à la fois très glauque. Ça te correspond hein? Bah, pas tellement, parce que j'ai osé faire voler aucun slip en fait, mais j'aurais peut-être dû, ça aurait donné une autre dimension à cette carrière sans doute, mais voilà, et avec les gens qui t'entourent en fait, qui t'entourent, parce que le principe c'était que la fille se déshabillait et que les gens étaient autour en train de se donner du plaisir, donc là il m'écoutait, mais j'avais des gens derrière, devant, ça fait bizarre en fait. Et alors les premières étaient très compliquées, et en fait Christophe, ce producteur m'a expliqué plus tard qu'il m'avait mis là justement parce que c'était quasiment la salle la plus compliquée à gérer. Ah, bah oui. C'est-à-dire qu'il faut être à 360 degrés, donc il y a plein de trucs qu'on ne gère pas, on se plante, il y a des soirées très difficiles, mais après du coup le reste paraît un petit peu plus simple. Et là j'ai vraiment appris le métier, enfin les débuts du métier, c'est-à-dire à pas regarder mes notes parce que je me souvenais de rien, enfin voilà, tout était compliqué quoi, tout. Donc j'ai passé 6 mois là-dedans à essayer de devenir un type de scène quoi. D'accord. T'as pris des cours, t'as fait. J'ai pris un peu de cours de théâtre, ouais, surtout pour me lâcher un peu. Bah, c'était quand même une prise de risque. C'était accepter de repartir presque à zéro. Ouais, ouais, parce que je me suis dit que finalement la radio c'est très aléatoire. C'est-à-dire que vous avez beau être bon, en fait, il suffit qu'il y ait un nouveau directeur qui vous aime pas spécialement et vous pouvez sauter quoi. Alors que finalement le théâtre, la scène, le one man show, moi j'ai l'impression que c'est le public qui décide. Tant que le public veut bien de vous, a priori vous tournez et ça marche quoi. J'ai l'impression. Voilà. Après, il faut aussi des coups de chance, il faut le bon producteur, il faut la bonne attachée de presse, il faut des choses autour qui viennent se caler et qui sont bien faites, bien sûr. Ça, bah ouais, je pense, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, c'est venu un peu comme ça, ouais. Ouais, un peu par hasard, parce que là aussi, il a fallu. Moi, je suis pas très entreprenant en fait, donc il faut vraiment que ce soit à chaque fois le désir de quelqu'un qui me pousse, qui me dise allez, vas-y, tu peux le faire. J'ai besoin d'exister dans les yeux de quelqu'un, quoi. Donc là, ça s'est passé, bah tant mieux. Ok. Ouais. Et parce qu'on parle que de la radio, mais en fait, tu as fait aussi de la télé. Ouais, beaucoup. Ouais. Plusieurs années, ouais. J'ai fait plein d'émissions diverses et variées. J'étais sur Paris Première sur les petites émissions satiriques, très très caustiques, donc qui étaient super. Après, je suis parti un peu chez Arthur. J'ai fait Ardisson aussi pendant 2 saisons, Les Terriens. Donc ouais, j'ai vadrouillé à droite à gauche, quoi. Souvent des émissions qui s'arrêtent d'ailleurs quand j'y suis. Voilà, donc peut-être que je porte malheur, mais c'est possible. Et il y a eu une polémique aussi autour d'une chronique, c'est ça? Il y a longtemps, ouais, dans une émission avec François-Olivier Gisbert, j'avais déconné un peu, je crois, sur Bernadette Chirac, qui est une amie à lui, je ne le savais pas réellement. Voilà, il a fait semblant de mal le prendre. Je ne sais pas s'il a fait semblant ou si vraiment il l'a mal pris, parce que c'est un type qui cabotine un peu, quoi. Voilà, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est un défenseur des animaux aussi. Oui, un grand défenseur des animaux, parce que dans le port de, lui, il habite à Marseille. Et il raconte souvent qu'à Marseille, il va sur le port, quoi, sur le vieux port, voir les types qui chopent des poissons. Il achète les poissons, il les remet dans le port, quoi. C'est fou quand même, tant qu'ils sont encore vivants, parce qu'ils bougent encore. Ça bouge longtemps, un poisson, ça met longtemps à mourir. Ils agonisent des heures. Voilà. Et ben lui, il les prend, il les remet dedans après les avoir payés. Bravo. Voilà. Alors, il achète peut-être pas tout le stock à chaque fois, mais en tout cas, il en sauve quelques-uns, ouais. Et je trouve l'idée amusante et quand on a les moyens, c'est ça. Bah, il les a, donc pourquoi pas faire ça plutôt que d'autres choses, ouais. Ouais. Et pour ce qui est de la liberté d'expression, est-ce que tu vois une différence entre
la radio, la télé, la scène? Oui, alors oui, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que la radio, c'est quand même le média de l'impertinence, donc on peut y aller à fond. Il y a rarement de soucis. Alors, tu La as télé, une c'est un peu... liberté totale, Ah ouais. on relit jamais tes chroniques. Non, 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 non. Oui, donc Non, non. quand on dit on peut plus rire de tout. Ah si, on peut rire de tout. Il suffit de bien l'amener, quoi. Il suffit de voilà, de tourner un peu autour du truc et arriver à écrire convenablement. Si c'est bien écrit, en fait, on pardonne tout à la personne qui a bien posé les choses, quoi. Et qui surtout a réussi à être drôle. Parce qu'en fait, souvent, dans les gens qui nous disent on peut plus rire de rien, c'est parce que la blague qu'ils ont faite n'a pas réellement marché, quoi. Donc bah voilà, si elle marche, en fait, on vous pardonne tout, je pense. Après, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des tensions, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient choqués quand on dit quelque chose. Parfois, j'ai des messages, voilà, de gens qui me disent ça, c'est pas possible. Je dis bah oui, bon bah voilà, je l'ai dit quand même. Après, si ça vous a blessé, j'en suis désolé parce que c'est jamais le but. Mais bah, c'est comme ça, quoi. Il y a d'autres choses qui vont vous blesser dans la vie et la vie globalement est difficile, donc il faut vous armer peut-être un peu plus, quoi, si vous ne pouvez rien entendre. C'est un peu dommage. Et sur scène sur scène, il y a liberté totale, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, on peut vraiment aller loin. Parce que finalement, en radio, j'imagine toujours qu'il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui peut arriver au milieu de la chronique et se dire mais ce type est un malade, en fait, de dire ce qu'il est en train de dire. Alors que sur scène, a priori, c'est des gens qui vous connaissent un petit peu. Du coup, le public, je pense, est un peu complice. C'est-à-dire que si moi, j'ai un gros passage sur la religion dans mon spectacle, etc., où je sors une photo de Diams voilée en commençant à me moquer et tout, les gens sont un peu glacés. Je leur dis mais détendez-vous, quoi, il va rien se passer, vous allez voir, vous me connaissez, quoi. Je dis moi le seul vêtement que je combats au quotidien, c'est la doudoune sans manches, parce que ça vraiment c'est pas possible. Mais voilà, je vais pas vous embêter sur le voile. Voilà, je trouve ça bien de parler de ces thèmes-là et d'arriver à les désacraliser un peu. Et le public qui vient me voir, il sait que je suis pas un crypto-fasciste qui va se mettre à allumer toutes les religions juste pour les allumer. Donc il y a un but derrière, c'est de dire aussi on peut se détendre et continuer à en parler sans problème, en fait. Voilà, et la complicité avec le public joue beaucoup, en fait. Parce que du coup, vous pouvez aller très loin sur scène. Parce que les gens savent qui vous êtes, quoi. Voilà. Ils sont en confiance, en quelque sorte. Ce que je comprends très bien, ouais. Au niveau des animaux, justement, sur scène, est-ce que tu en... Je n'ai pas d'animaux sur scène. Ou peut-être sur moi, les soirs où je ne me lave pas spécialement. C'est tout à fait possible. Voilà. Il peut y avoir une ou deux bêtes, mais sinon tout va bien. Est-ce que tu en parles du coup Alors j'en parle un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et je pourrais faire un spectacle là-dessus un jour. Mais non, j'en parle un petit peu pour dire justement que j'ai pas de réel engagement. Parce que je me moque des stars en fait qui donnent des leçons à tout le monde et qui ont de grands engagements et qui disent regardez-moi comme je suis beau, comme je suis super, etc. Moi je dis j'ai pas de gros engagements. Dans mes chroniques parfois je parle un peu d'environnement ou d'un animal qui me tient à cœur. Voilà. Mais ça va pas plus loin. J'ai aussi entendu des choses sur les abattoirs, sur l'élevage intensif. Oui, bien sûr. Mais après, moi, j'admire beaucoup les gens qui s'infiltrent dans ces abattoirs pour filmer. C'est ça, pour moi, l'engagement véritable. Oui. Voilà. Non, mais c'est ça, l'engagement. C'est Paul McCartney qui refuse depuis des années d'avoir des fauteuils en cuir dans ses loges à Bercy. Voilà, c'est des trucs tout bêtes en fait. Mais t'es quand même végétarien. Est-ce que c'est pas éthique ? T'es végétarien depuis un certain nombre. Végétarien. Ouais. Et depuis un certain nombre d'années, c'est par éthique au départ ou... Alors au départ, je sais même plus comment ça m'est venu. Oui, c'est sans doute par éthique. J'ai dû voir des vidéos. Mais ça fait longtemps moi que je le suis. Donc il n'y avait pas autant L214, autant on savait moins. Mais au départ, je me suis intéressé aux différents régimes alimentaires en fait. C'est-à-dire que tous les mois, je testais un régime différent. C'est-à-dire que j'ai fait un mois crudivore, un mois végétarien, un mois à manger que ceci, un mois pour voir en fait ce qui m'allait et faire une expérience en fait sur le corps, quoi. Et du coup, végétarien, ça m'a bien branché. Pourtant, on trouvait moins de produits qu'aujourd'hui, hein, sincèrement, parce que ça doit en 10 ans, ça s'est extrêmement développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que végétarien, on peut manger. On peut s'empiffrer, quoi. Il y a 1000 produits différents, donc c'est même plus un problème. Même en tant que végétalien, ça commence. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, ouais. Voilà. Donc il y a aucun problème, on peut y aller à fond, mais il y a 10 ans, c'était pas aussi simple que ça. Voilà. Mais, donc c'était une expérience de bien-être. Au départ de bien-être, et puis quand même oui, par rapport aux animaux, parce que moi je pense que les animaux, les bêtes, comme on les appelle, du coup c'est pas innocent. Je pense que justement il y a une espèce de candeur, de pureté chez l'animal qui ne tue que pour se nourrir, lui pour ses besoins primaires, mais il va pas... Sauf le chat. Sauf le chat qui tue pour s'amuser. C'est vrai. Mais je hais les chats.
Ah bon? Non, je plaisante. Non, J'en pas ai du tout. trois, j'en ai trois. Voilà, c'est pour ça que je les adore. Mais non, mais voilà. C'est pour ça que tu les adores, parce que tu sais que j'en ai bien trois. sûr, je veux pas faire de mal. Moi, la personne qui est en face de moi, je veux pas l'attrister. Mais non, je sais pas comment dire. Pour moi, les animaux ont une espèce de pureté à laquelle il faut pas toucher, de candeur. Ils vivent leur vie. Tout être innocent, en fait, je supporte pas qu'on l'attaque. Donc c'est pareil, les animaux, les enfants, tout ce qui concerne les enfants. Après voilà, tout ça, il y a des choses qui me touchent beaucoup. Voilà. D'accord. Donc les animaux en font partie, bien sûr, parce que comment ils vont se défendre? C'est pas. Ouais, il faut qu'il y en ait qui portent la voix. Donc tu disais, je suis pas militant, malgré tout. C'est quand même bien qu'il y en ait qui portent leur voix puisqu'ils n'en ont pas. Oui, si on estime qu'il est important que les gens fassent comme vous. Moi, j'en suis pas persuadé. Voilà, moi, je sais que ça me correspond. Ça correspond à moi, en fait, à ce que je suis. Je pense qu'on ne devient pas végétarien ou vegan par hasard. Je pense que ça correspond à quelque chose qu'on est profondément. Mais j'admets totalement que 90% des gens, ça leur correspond pas. Voilà, à leur éthique, mais ils ont d'autres choses, hein. Ils ont d'autres choses bien. Voilà. Moi, je pense ça me que c'est dérange pas forcément 90% des gens, justement, pas. tant qu'ils ne sont pas vraiment éduqués sur le sujet. C'est pour ça que le militantisme, il est utile, je pense. Oui, peut-être. Ouais. Dès lors où il y a des gens qui seraient profondément véganes, végétariens, s'ils étaient plus éduqués. Oui, certainement, ouais. Je pense que c'est plus que. Oui, certainement. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. J'y suis venu comme ça, en fait, par hasard. Après, ma compagne est végétarienne aussi, donc elle l'était avant moi. Quand on s'est rencontrés, elle mangeait déjà pas de viande. Moi, j'en mangeais. Voilà. Donc. Ouais, il y avait ça aussi. Non, mais il y avait ça aussi, mais pas que, en fait. Ouais. Pas que. C'est-à-dire que j'avais déjà testé moi tous ces régimes avant, quoi. Et plutôt que de pas manger la même chose, j'ai trouvé plus simple et je trouvais ça bien en fait. Voilà, donc je me suis dit bah oui, moi aussi. Et tu ne t'es jamais reposé la question de revenir à un régime Non, du tout, parce que ça me manque pas en fait. Moi, j'étais pas un gros mangeur de viande au départ. Je me souviens que petit, j'aimais pas ça. Il fallait m'obliger à manger de la viande. Mes parents qui me disaient quitte pas la table sans avoir fini de manger, je restais des heures à table, c'était très compliqué. Alors je suis breton, donc nous on a beaucoup de charcuterie, donc ça j'aimais bien. Voilà, le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est l'andouille de Guéméné. C'est quoi ça? C'est de l'andouille quoi. Ouais. C'est de l'andouille, mais au lieu d'être composé, comment dire, de viande assemblée un peu dans n'importe quel sens, la viande est assemblée en cercle, ça fait des petits cercles en fait, comme les strates d'un arbre qu'on tronçonne quoi. Et donc ça permet d'appuyer sur le milieu et puis le milieu s'en va un peu comme les bonbons qu'on a au milieu du rouleau de réglisse quoi. Donc c'est ça l'andouille de Guéméné, je crois qu'il est très compliqué à fabriquer parce qu'il y a ces espèces de cercles comme ça. Et ça c'est délicieux, franchement. Voilà, alors j'y ai renoncé, bien sûr, mais je pourrais dire que ça me manque de temps en temps, j'y pense pas vraiment, mais au départ ce qui me manquait c'était plus le côté andouille, charcuterie qu'on mange beaucoup en Bretagne, parce qu'on mange surtout du porc. C'est aussi où il y a le plus grand nombre d'élevages intensifs. Il y en a beaucoup, ouais. Les algues vertes. Il y en a beaucoup et paradoxalement c'est la région où ils se mettent le plus aussi au bio, où ils sont vraiment en train de se transformer. Il y a toujours son pendant de réfléchir. bien sûr. En fait, dans les endroits les pires, bien sûr. Il y a toujours des gens qui se lèvent. Ouais, sans doute, ouais. Ouais, mais il y a cette culture-là quand même du bio, je vois que c'est en train de changer vraiment en Bretagne profondément. Les gens sont quand même des terriens, donc voilà, il y a quand même ce souci-là. Ils sont vraiment en train de changer, vraiment. Ça se voit tous les jours. Pour en revenir à la radio, l'écriture de chroniques quotidiennes. C'est un exercice qui, pour toi, est encore difficile ou c'est devenu routinier? Tu le fais depuis tellement longtemps? C'est presque un entraînement en fait. C'est comme un sport de haut niveau qu'on pratiquerait tous les jours. Il faut rester entraîné, donc il faut s'y mettre. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une chronique quotidienne, ce qui fait que le cerveau se repose jamais véritablement. Donc comme un athlète, j'y suis tous les jours. Je pense qu'un athlète, c'est compliqué s'il fait qu'un entraînement par semaine. Bon, là, c'est pareil. Je vois que certains collègues sont là une fois par semaine dans l'émission, dans la bande originale. Parfois ils me disent qu'ils écrivent en 8 heures une chronique. Et je comprends parce qu'en même temps ils peuvent pas se rater, ils ont un passage par semaine, il faut être bon. Et toi t'écris comment? Moi j'écris en 2 maximum. Je me mets 2 heures et je dis si je dépasse, j'arrête. Voilà, j'arrête. D'autant qu'elles sont fournies en plus tes chroniques. Oui, puis moi je veux vraiment qu'elles soient spontanées. C'est que j'ai pas envie de réfléchir. Je suis vraiment pas un scientifique de la vanne quoi. Récemment il y a un humoriste, un collègue dont je dirais pas le nom, mais qui commençait à me parler sur YouTube
comment dire, je sais pas, il avait trouvé un espèce de graphique qui faisait que il fallait pas que en fait l'attention de la personne descende, donc il fallait qu'il y ait une vanne à cet endroit-là, une vanne à cet endroit-là, une vanne à cet endroit-là. Je me disais mais c'est un tacticien du rire, Ouais. et moi j'ai envie que ce soit spontané. J'ai pas du tout envie de rentrer dans ces trucs-là. J'ai envie d'écrire ce que je veux, que ce soit drôle ou pas drôle. Et comme je suis en quotidienne, s'il y a une chronique moins drôle que l'autre, bah dès le lendemain je peux me venger. Donc c'est pas un vrai problème en fait. Et j'ai surtout pas envie de devenir trop pro, quoi, trop professionnel. J'ai envie de rester cette espèce d'amateur qui faisait de la radio pour lui, pour s'amuser et voilà, pour se marrer en fait. Et pas commencer à me dire il faut que je mette la vanne ici ou là ou là. J'ai envie que ce soit punk en fait, quoi. Pas trop y penser, ouais. D'accord. Ouais, ça c'est important. Tu as beaucoup de retombées, de critiques, courriers, d'auditeurs? Bah, il y en a toujours. Après, j'y prête pas énormément d'attention. Parfois, il y a il y a des courriers parfois qui font plaisir. Il y a pas longtemps, j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui avait eu un Covid long et qui a eu du mal à en sortir, qui me disait le seul moment chouette, c'est quand j'écoutais votre chronique, c'est le seul moment où je riais de la journée. Et ça me demandait déjà une force extraordinaire pour rire. Voilà, quand on reçoit un courrier comme ça, c'est pas n'importe quoi, parce qu'on sait, d'un coup, on réalise qu'on est dans la vie de certaines personnes. Voilà, ce qu'on ne réalise pas quand on est au micro, bien sûr. Puisqu'on parle, on est entouré de 5-6 personnes qu'on connaît. Et c'est ça qui doit te changer aussi sur scène, j'imagine, d'avoir Ah bah un oui, contact. les retours directs, ouais. Ouais, absolument. Donc c'est très complémentaire en ce moment de ta vie. T'es bien, oui, t'es heureux, oui. donc. Bah, c'est complémentaire, ouais. Disons que c'est des manières différentes de faire vivre la même écriture, en fait, quoi. Voilà, moi j'aime écrire au départ. Je pense que c'est le point de départ, c'est quelqu'un face à son fichier Word où il y a une page blanche au départ et on n'a pas de titre, on a la durée approximative et on se dit bon, allez hop, de quoi je parle, et puis c'est parti, quoi. Et ça c'est Mais chouette. d'écrire si vite, c'est pratique parce que du coup, tu peux t'adapter si là que tu changes. Parce que tu les écris quand, tes chroniques? En général, je les écris la veille et je les retouche un peu le lendemain. C'est-à-dire que si effectivement je vois que l'actu a un peu changé, j'ajoute ou j'enlève des choses. Ou souvent j'enlève. En fait, j'écris plus que je ne devrais. Et puis pour pouvoir en fait le lendemain, une fois que la nuit est passée là-dessus, choisir vraiment ce qui me semble bien, quoi. Donc j'ai toujours 10 lignes en trop, quoi. Et ces 10 lignes, je les enlève. Voilà. Donc le matin, je coupe là-dedans et je dis ça c'est bien. Et si effectivement il y a eu un truc qui a changé pendant la nuit, s'il s'est passé quelque chose, bien sûr, je fais le changement nécessaire. Ouais. Et donc le thème de ton spectacle actuel, c'est... Ouais, bah, c'est la célébrité, ouais. Ouais, la célébrité. Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Oui. D'accord. Ça vient au départ... Ça vient, je pense, de mon appréhension du système médiatique, du showbiz, qui sont des univers que j'aime pas trop. J'ai pas beaucoup d'amis là-dedans. Je suis plutôt entouré de ce que les politiques appellent des vrais gens. Voilà, j'ai du mal avec le star system. Je trouve qu'on nous survend en fait des stars pas toujours très intéressantes auxquelles on se compare. Et ça nous détruit un petit peu l'intérieur parce qu'on se compare à des images qui ne sont que des images et qui n'existent pas réellement. C'est-à-dire Mariah Carey, si vous la voyez à 6h du matin en sortant de son lit, c'est pas la personne du tout que vous voyez sur Apple, sur Apple quand elle fait son show de Noël, quoi. C'est très bien qu'elle fasse son show de Noël. Et pour ne parler que d'elle, d'ailleurs, oui, c'est vraiment la star capricieuse. Oui, sur alors les plateaux, c'est peut-être un mauvais exemple parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'identifient à cette personne. Non, mais tellement c'est énorme en fait. Voilà, mais les autres stars, on fait une revue de presse avec Alex Vizorek sur Twitch qui s'appelle Pastèque et dans laquelle on regarde tous les journaux. Moi, quand je vois certains journaux, notamment féminins, je me dis mais c'est incroyable en fait les modèles qu'on continue à nous donner, quoi. C'est délirant en fait. Personne ne ressemble à ça parfois. Ça fait un moment que ça dure. Ils essayent de faire bouger les lignes, j'ai l'impression. Oui, ça bouge un petit peu, mais ça bougera jamais véritablement. Moi, j'y crois pas trop. Après, voilà, donc je dis, moi, je suis pas célèbre. Je suis connu un peu des auditeurs de France Inter qui m'écoutent, mais dans la rue, je suis tranquille, quoi. Il y a personne qui se met à hurler, ah, c'est Pastureau. On me jette rarement des objets, on déchire pas des chemises. Oui, ça va. Oui. Ça va. Parce que moi, j'aime bien cette demi-célébrité. Et en fait, on est tellement nombreux dans l'humour aujourd'hui qu'il n'y a plus réellement de stars. Il y a quelques personnes très connues. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait 10 humoristes en tout peut-être, mais que tout le monde connaissait. Tout le monde. Chaque Français connaissait. Coluche, Pierre Desproges, Raymond DeVos, Thierry Leluron, Roland Magdan. Et alors, non, à l'époque, franchement, les femmes dans l'humour sont arrivées dans les années 80, je crois. Et, si, Jacqueline Maillan, Zouk, oui, Sylvie Joly. J'étais trop petit, mais je me souviens de Muriel Robin, c'était la première. Ouais.
première qui vraiment était dans toutes les émissions de variété. Et c'était fou d'ailleurs parce que dans les émissions de variété, ils faisaient toujours le même sketch. Palmade, Robin, il y avait des stars comme ça qui passaient, si bien que quand vous alliez les voir sur scène, vous connaissiez déjà le sketch par cœur, parce que vous l'aviez vu 15 fois à la télé. C'était des hits. Mais c'était délirant. C'est-à-dire l'addition de Marielle Robin, tout le monde le connaissait. Et on l'attendait quand même en spectacle, alors qu'on connaissait toutes les blagues. Pour preuve, elle en fait un best-of aujourd'hui encore. Oui, mais je comprends. Je comprends. Mais c'était en fait, c'était une période un peu bénie, je pense, pour les humoristes, où c'était comme des rockstars, quoi. C'est-à-dire qu'ils venaient interpréter leur tube, et leur tube, c'était le Scrabble, et voilà, et on allait voir en salle le sketch du Scrabble, et on était même capable de le réciter en même temps, comme on chante une chanson d'un chanteur qui vient se produire. Ça n'arrive plus aujourd'hui, je crois. Déjà parce que les gens changent beaucoup leur répertoire. C'est-à-dire que souvent, c'est des vidéos qui sortent du festival de Montreux. Puis vous allez un an plus tard voir les gens, ce sketch-là n'existe plus. Il y a beaucoup plus un retravail permanent, en fait, de ce qui est fait sur scène, j'ai l'impression. Bah oui, mais c'est vrai que c'est l'époque, les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. On donne beaucoup, donc... Beaucoup de contenu. Ça doit aller vite tout le temps, exactement. Ça doit zapper. Un spectacle vieillit très vite, du coup. Tu fais pas, toi, ça Si, je le réécris tout le temps, moi. Non, les réseaux sociaux, des vidéos. Si, des vidéos, non. Non, je trouve que je suis déjà déjà très présent. Je suis sur France Inter, mais ma chronique en vidéo. J'ai 2 chroniques le jeudi, une chronique les autres jours. J'ai une émission sur Twitch. Je trouve que je suis déjà bien exposé. Moi, j'ai toujours peur de lasser les gens, en fait. Qu'on me voit trop, qu'on me voit partout et qu'on se dise on n'en peut plus de lui, quoi. Ça va, quoi. Du coup, j'en rajoute pas trop sur Internet, c'est vrai. Peut-être que je devrais, mais j'ai pas l'impression d'avoir les codes vraiment, d'être très à l'aise et de savoir quoi dire. Donc, non, mais je pense que tu écris déjà beaucoup, donc si tu devais te consacrer. Il faut du temps aussi. Oui. Il faut du temps pour ça. C'est vrai, pour les réseaux sociaux. Alors, je mets mes chroniques, je mets mon travail dessus. Voilà, je montre ce que j'ai fait. Oui, t'es pas déconnecté, quoi. Non, voilà, et j'annonce les dates. Il n'y a aucun souci. Je fais des photos dans les salles. Parfois, j'aime bien faire des photos d'éloges parce que ça dit beaucoup sur une salle de concert ou de spectacle. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une salle qui s'appelle le Théâtre du Rhône, le Théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valence, près de Valence, qui est sans doute une des salles les plus glauques du monde, parce que vous ne pouvez pas imaginer l'éloge, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, il n'y a que des vieux objets. Ah ouais, parce que je vais peut-être aller y jouer. Ah, il faut pas, il faut aller jouer ailleurs. Ah ouais. Ah ouais. Faut pas. Je vais pas dire ça parce que... pas. Non, mais c'est un peu sinistre. Et la salle aussi est sinistre. On sent qu'elle a été construite, je sais pas, au début des années 80, qu'on n'a jamais touché depuis. Par contre, l'avantage. Ah ce qu'on disait tout à l'heure, donc du coup, c'est vrai. Voilà, exactement. Voilà. Mais l'avantage quand on est sur scène, c'est qu'à un moment les lumières s'éteignent, que les lumières viennent sur vous et que la salle vous la voyez plus et que les gens la voient plus non plus. Et ça, pour beaucoup de salles, c'est un avantage quand même, parce que si on laisse la lumière, déjà ça coince tout le monde, et puis c'est pas très beau en fait. Voilà. Et moi je pense souvent aux régisseurs, aux gens qui font la lumière, qui font le son, qui font le décor et qui arrivent à sublimer des lieux qui à la base n'étaient pas jolis, quoi. Ouais. Ah oui, il y a des bons techniciens absolument. sur la lumière. Absolument. Ouais. T'as des jeux de lumière, toi, dans son spectacle? Assez peu, un petit peu. J'ai une petite mise en scène. C'est du stand-up? T'as des personnages? Non, c'est un mélange. C'est-à-dire que je parle effectivement un peu comme ça. J'ai pas de personnage du tout. Je suis pas comédien, donc vraiment, je parle d'un sujet. Je parle de la célébrité en expliquant aux gens pourquoi il faut pas devenir célèbre. Voilà. En disant surtout restez anonyme, vous aurez une meilleure vie. Alors c'est marrant parce que je crois que Alexandre Pell fait l'inverse. Lui, il expliquait, mais à des jeunes comment devenir célèbre. Oui. Ouais, je sais, je me souviens. Je crois, c'était ça. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est bien de dire la vie que vous avez, en fait, peut-être un peu moins exposée, elle est bien aussi. Elle vaut largement celle de tous ceux qu'on vous donne en modèle. Et c'est une ode aux gens, quoi. Et je trouve ça bien de défendre cette idée-là, quoi. Voilà. Donc je la défends et j'espère que les gens repartent en disant on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Voilà, et c'est parti d'un article de l'Obs en fait au départ c'était mon premier article d'ampleur en fait, mon premier portrait à dimension nationale, voilà, et ça devait être super. Ils se sont trompés de photo, ils ont mis la photo d'un autre type, quoi. Et donc je me suis dit je suis tellement pas célèbre qu'en fait on peut mettre n'importe qui. Et donc je leur montre la photo là, donc tout le monde est plié de rire parce que il y a qu'à moi que ça peut arriver en fait ce genre de truc. Et c'était qui C'était Grégory Hacher, un autre animateur radio en fait qui est sur RTL2. C'est un animateur qui me ressemble pas tellement, hein. On est bruns tous les deux, on doit faire la même taille, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire comme la moitié des gens en France, hein.
Donc c'était absurde, mais ça a donné Pourtant, le nouvel c'est fou quand même. Ouais, ça m'a donné. Bon, c'est des banques dingue, d'images, le type de vêtements sous mon nom dans la banque d'images. Ils n'ont pas cherché plus loin, et voilà quoi. Mais ils sont excusés 10 000 fois, mais ça m'a fait rire et je me suis dit que c'était une bonne entrée dans ce spectacle sur la célébrité d'avoir quelqu'un de mi-célèbre en fait et qui se moque de son statut de demi-célèbre. Voilà. Mais en même temps, comme c'est vrai que tu es une célébrité audio, donc ceci explique cela, c'est quand même fou. Ouais, du coup, Alors audio et en même temps, il y a beaucoup de gens maintenant qui regardent les chroniques. Oui, non, même, je veux dire, à cette époque-là, j'imagine. Non, à cette époque-là, j'étais chez Ardisson et tout en plus. Oui. Chez Ardisson, on avait même interverti nos rôles pour s'amuser, c'est-à-dire que lui était entré à ma place et Ardisson lui avait dit mais qui êtes-vous? Puis moi j'arrivais derrière en disant mais ça va, maintenant tu me piques mes articles, tu me piques ma vie, tiens. Puis je lui donnais mes clés de voiture en disant bah vas-y prends ma vie quoi, parce que là franchement j'en peux plus de toi. Et donc c'était très très amusant, on est allé jusqu'au bout du truc en fait. Et c'était vous avez exploité la vanne quoi. Ouais, c'était un bon moment, il faut en faire quelque chose de ces trucs-là en fait, des accidents. Il faut les transformer en blagues, bien sûr. On va pas commencer à devenir sérieux en disant oh là là mon Dieu ils se sont trompés de photo, mais comment ont-ils pu me faire ça à moi? Ce serait tellement ridicule. Donc évidemment il faut en rire. Je pense. Oui. Voilà, c'est drôle. Ouais. T'as fait une chronique sur les requins, je crois. Ouais. À un moment donné. Oui. Tu disais. Sans doute. Parce que dans ce podcast je demande souvent quel est ton animal totem. Alors. D'accord. Et je crois comprendre que tu n'aurais pas forcément envie d'être un requin. Alors un requin, non. Mais alors j'ai un animal totem malgré moi, c'est le pandarou. Donc l'animal totem vraiment, c'est le tu ne choisis pas, c'est ça je sais pas. Ouais, c'est ça. On t'a dit que c'était ça. Ah non, pas du tout. Ah non. Mais il est venu à moi en tant qu'animal préféré. Mais comment? Mais parce qu'en fait, je suis un jour tombé sur un truc, sur un article de presse disant que près de Rouen, justement, où j'habitais pendant longtemps d'ailleurs, au zoo de je sais plus trop quoi. C'est un super petit zoo parce que les animaux sont en liberté et tout, ils sont mieux que dans les zoos normaux. Bon bref. Il y avait un pandarou qui était né, un bébé pandarou. Alors c'est très rare la naissance de pandarou, en captivité ils naissent quasiment pas. Et ils avaient lancé un sondage, le conseil général de la Seine-Maritime, pour nommer le pandarou. Donc il y avait des tas de noms tibétains, parce que le pandarou est chinois. Et moi j'avais fait une chronique, j'avais fait semblant d'être un espèce de réac en disant mais attendez, je veux dire on va pas lui donner un prénom étranger. Il est né en France, à un moment, je propose Chantal, quoi. C'est une femelle, on l'appelle Chantal. Ouais, Chantal, c'est super, c'est formidable. Et donc, cette chronique, du coup, a pris une ampleur démesurée. Le président du conseil général sur Twitter me dit ah d'accord, donc vous prenez ça y est, maintenant vous faites partie du truc, vous faites des propositions, ok, on ajoute Chantal à la liste des propositions. Donc il y avait Tao, Azoa, Asa, elle s'appelait Asa finalement, et Chantal. Donc du coup là-dessus il y a une espèce de buzz, les gens se mettent à voter Chantal, et je me suis dit mais j'ai déclenché un truc, j'ai pas envie moi que ce pandarou s'appelle Chantal, pauvre bête, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Bon, non. Donc si quand même ça aurait été ridicule. Donc voilà, j'ai fait une deuxième chronique là-dessus. Je suis invité le jour du dévoilement du prénom au zoo en question, donc je vois le panda, je fais des photos avec le panda, enfin pas avec, on peut pas tenir, ça reste un animal sauvage, donc j'avais pas envie de l'avoir dans les bras bien sûr, mais près de son enclos où il vivait avec ses parents, et ouf, Chantal n'est arrivée qu'en deuxième position. Mais c'est bien qu'ils m'ont invité, j'ai rencontré le président du conseil général, j'avais tous les gens du département, et ils m'ont offert un t-shirt avec une tête de panda, mais c'est allé très très loin. Et donc du coup, moi j'ai ensuite fait une chronique en expliquant ma journée avec Chantal, quoi. Et donc du coup, c'est devenu comme un running gag. Et en fait, maintenant, dès qu'on essaye de baptiser un animal, parce que les zoos font beaucoup ça en fait, puisque j'ai entendu une histoire. Ouais, ça fait une action un peu pour faire connaître l'établissement, quoi. Et il y a toujours des gens qui me taguent en disant cette fois il faut que ce soit Chantal, il faut que ce soit Chantal. Voilà, donc je me suis arrêté là. Mais du coup, je me suis intéressé au pandarou. Et le pandarou est un animal presque en voie d'extinction en fait, parce qu'il se reproduit très peu, comme les pandas en général. Ouais, ils font très peu l'amour. Hein. Ce sont pourtant, ils n'ont pas Netflix, rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils font de leur soirée, mais ils bouffent des bambous. Mais ils pratiquent pas le sexe. Donc, du coup, très concrètement, ils ont peu d'enfants. Et là, donc c'était exceptionnel. Et donc, ce zoo-là, en fait, est parti... du coup, ils se sont lancés dans la préservation des pandarous, ce qui fait que Chantal a été envoyée après dans un autre établissement pour se reproduire elle-même, etc. Chantal, voilà, Chantal. Voilà, Asa. Aessa, ce qui est tibétain, ça veut dire espoir, je crois, ou lumière en tibétain, enfin quelque chose comme ça, c'est très mignon. Et du coup, je me suis intéressé à ça, et c'est vrai que, par exemple, ce zoo,
essayent de. Ils ont créé une réserve. Il devait y avoir une route en fait qui sépare en fait deux pans d'une forêt et qui aurait coupé complètement la sociabilité des pandarous parce qu'ils seraient fait écraser sur la route et ils n'auraient pas pu se rejoindre les uns les autres. Et grâce à l'argent, etc., on a pu détourner cette route et la faire construire ailleurs. Donc en fait, la forêt est préservée, leur habitat est préservé. C'est une association qui travaille là-dessus, qui est là-bas et qui sensibilise les gens à la préservation du pandarou parce que je suppose que là-bas les gens sont pauvres, donc comme partout ils veulent la fourrure, ils veulent la viande, ils veulent ceci, cela. Bon, ce qui est logique, on est en train de mourir de faim, on tue les bêtes qui sont autour de nous, quoi, hein. Voilà, c'est la vie. Mais en tout cas ils ont fait une vraie action, donc ça partait d'un gag et en fait c'est devenu un vrai truc que moi j'ai suivi. Et la petite est partie à Mulhouse après faire des bébés. Et depuis, elle a sa vie, donc on a un peu perdu contact, quoi. Voilà. C'est une belle Je pense histoire. qu'elle a une vie de famille maintenant. C'est une belle histoire. Ouais, Donc, ouais, c'est drôle. Du coup, c'est devenu ton animal totem. Du coup, je me suis intéressé à cet animal, le pandarou, qui est en voie d'extinction, alors qu'il est très très mignon. C'est tout mignon, un pandarou. C'est tout petit. Ça a la taille un peu d'un lémurien. Ça ressemble à un lémurien d'ailleurs. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le panda. On imagine souvent que c'est un espèce de gros truc. Et non, qui est roux, mais non. Voilà, non. Ce n'est pas un panda irlandais, par exemple. Voilà. Le Ed Sheeran des pandas. Qui s'est fait faire des couleurs. Voilà, le Ed Sheeran des pandas. Ouais. Panda Sheeran. Donc c'est pas du tout ça. Ah zut, alors moi du coup j'avais fait un petit quiz, un truc. Un quiz. Pour les requins. Mais j'aurais mais les requins je connais aussi. C'est vrai que j'ai fait une chronique sur les requins. On peut y aller. Parce qu'en fait, tu ne voulais pas être réincarné en requin parce que, oui, je me souviens je crois, parce qu'ils bougent tout le temps. Ah, ils sont obligés d'être tout le temps en mouvement, effectivement. Oui. Parce que c'est comme ça qu'ils respirent, c'est ça ? C'est comme ça qu'ils respirent. Parce qu'effectivement, leur petite branchie ça doit être des grosses branchies, qui avec les courants s'ouvre et se ferme, et c'est comme ça qu'ils respirent sous l'eau, effectivement. Au contraire de d'autres poissons qui peuvent rester immobiles. Et le requin ne peut pas rester immobile. Donc je me disais, mais quelle vie affreuse d'être tout le temps en train de bouger, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc oui, c'est vrai, je me souviens de cette chronique maintenant. Mais j'en fais tellement qu'en fait, je zappe vite les sujets. Je comprends. Voilà. Donc, au cours de sa vie... donc c'est le quiz requin, là. Ouais. D'accord, on y va. Non, mais je me prépare mentalement. C'est un quiz léger. Hein, léger, vrai, d'accord. Faut pas être un gros spécialiste. Oh. Non, j'ai très peur. Au cours de sa vie, oui. Les motifs sur la peau du requin tigre se modifient de façon importante. Vrai ou faux ? Je dirais vrai. Ouais. Ah bah oui. Absolument. Bah oui, ça me paraît logique. Au départ, en fait... tous les animaux, d'ailleurs, hein. Beaucoup. Hein. Les fourrures se modifient. Moi, j'ai un chien, par exemple, il était noir et blanc, il est en train de devenir blanc avec l'âge. Les poils deviennent blancs. Oui, comme nous, du coup. Comme nous, nos poils deviennent blancs. Oui, mais là, voilà. Parfois, on regarde son pubis un jour, on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait ? Je suis Alain Duhamel. Ça va pas du tout. Il y a un gros problème. Voilà. Donc, on peut pas se teindre, bien sûr, parce que ce serait ridicule, mais... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui le font d'ailleurs, qui écoutent ce podcast d'ailleurs, et qui veulent des techniques. Ouais. Bon, restons sur les requins en fait, on dévie trop. Donc, oui, le requin tigre change de couleur. Mais carrément de forme. Ah, de forme. C'est ça. Au départ, le requin change de forme. Mais la peau. La peau, d'accord. Ben oui. Oui, parce que je me dis, il ressemble à quoi alors du coup, une espèce de carré, de cube, on voit un gros cube arriver avec deux nageoires, on se dit, ça c'est un vieux requin tigre, très très ancien. Il a 16 ans et demi. Voilà. Non, au départ, il y a une livrée argentée apparemment tachetée. Après, ça devient des rayures et après, plus rien. Ah, plus rien, d'accord. Bon, il perd ses rayures. C'est intéressant. Ouais, c'est triste. Sinon, le requin blanc a de la thune. Le requin blanc a une dizaine de dents, vrai ou faux ? J'imagine qu'il en a plus, non ? Absolument. Oui, je crois qu'il en a 180, non ? C'est pas 180 Une centaine. Une centaine. Réparties sur plusieurs rangées. 3 niveaux, ouais. Oui, il y a plusieurs niveaux. Incroyablement. Ah ouais, parce qu'ils arrivent à déchiqueter n'importe quel animal. Et en fait, il n'y a que la première rangée, apparemment, qui est fonctionnelle. Mais quand ils en perdent une ou qu'elle est cassée ou abîmée, c'est l'autre qui prend le... il y a 3 rangées au cas où, quoi. D'accord. C'est comme nous quand on a 3 packs d'eau, quoi. Ça. On évite de manquer. Ah oui, d'accord, mais c'est intéressant. Ouais. Ouais, je savais pas. La mâchoire du requin est-elle indépendante du crâne ? Alors là, c'est quand même très technique. Hein. Je dirais oui. Non. Ah zut. Ah non. Mais non, parce qu'en fait, ça lui permet d'ouvrir grand la bouche.
Ah, bah oui, bien sûr. Que les maxillaires, voilà. Ah, ça s'avance en quelque sorte, oui, d'accord. C'est indépendant, là. d'accord, ça bouge. Ok. Bon, raté. Voilà, dernière. D'accord. Est-ce que la peau du requin est lisse, vrai ou faux? Ah, je dirais que c'est rugueux, non? Non, alors je dirais faux. Non, non, t'as raison. Ouais, c'est rugueux. Mais je sais pas comment tu penses ça. Il y a que toi qui penses ça. Bah, de la peau de requin, non? Bah, la peau, nous, on imagine des poissons, on imagine des Ah dauphins. ouais, non, 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 Ah ça se ouais. voit que c'est rugueux. Ah bon? Ouais, ouais, ça... D'accord. Je me suis pas frotté C'est souvent à des constitué requins. d'écailles dures Oui. comme du papier de verre. Voilà. Et alors, les requins, ce qui est assez fascinant chez les requins, c'est qu'on parle souvent des attaques de surfeurs, en fait, qui sont assez rares. Hein. Bah Ça se oui. produit plutôt du côté de la Réunion, dans l'océan Indien. Voilà, donc il y a des surfeurs comme ça qui parfois sont croqués par des requins. Et alors là, généralement, bah, du coup, il y a énormément d'animosité envers ces requins. Les gens se mettent à les détester, etc. Les appeler les requins mangeurs d'hommes. En fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le requin, Non. en fait, quand il voit un surfeur, il voit un phoque. Parce qu'il voit une planche avec les bras et les jambes du surfeur, il pense que c'est un phoque ou une otarie. Donc en fait, ce qu'il va attaquer, c'est pas du tout le surfeur. Le requin n'a pas envie d'attaquer un surfeur, de manger un surfeur en tant que tel. Personne n'aime les surfeurs. Je vais au goût. Ou alors peut-être un été, Non, c'est comme vrai. ça, C'est en vrai. août. Une soirée qui se finit. Bon, on est un peu alcoolisé. Pourquoi pas tester le goût d'un surfeur? Mais en tout cas, pas le requin. Et ça, je trouve que ce quiproquo est assez incroyable, quoi. Parce qu'on a fait du requin et les dents de la mer, les films, tout ça, on fait beaucoup de mal aux requins. Parce qu'il y a très peu de requins en fait qui attaquent l'homme. Ils attaquent toujours sur un quiproquo et sur une erreur en fait. Oui, et les agressions sont dues essentiellement à l'imprudence des baigneurs et des surfeurs qui s'aventurent dans des mers non Ouais, surveillées. sans doute. D'accord. Ah ouais, c'est Et la possible. pêche intensive qui oblige les requins à se rapprocher des côtes pour chercher de la nourriture. Et bah, la raréfaction du poisson, bien sûr, la raréfaction du poisson, Bah bien ouais. sûr, ça fait que les espèces aujourd'hui attaquent parce qu'elles sont acculées. Et puis viennent de plus en plus vers le Bien bord. sûr, bien sûr. Il y a des sangliers, les sangliers sont dans les villes. Avant, on ne parlait pas de sangliers dans les villes. Maintenant, les sangliers, ils sont les loups. Les loups approchent des villes. Moi, je me souviens il y avait un très beau reportage, je ne sais plus, je crois que c'était sur Canal, sur le confinement et la manière dont les animaux vivaient ça. Et ils montraient au Japon, en fait, je crois que c'était des cerfs qui vivaient dans un parc comme ça, en liberté. Hein, mais ils étaient habitués à manger du popcorn non salé. C'est ce que les gens leur donnaient, ça. Du coup, tout le monde est enfermé là-bas. Plus personne ne bouge. Je ne sais pas si c'était au Japon ou ailleurs. Enfin bref, ce sont des cerfs. Et voilà, plus personne ne sort. Du coup, les cerfs se retrouvent tout seuls, habitués à manger du popcorn. Ils ne savent plus se débrouiller du tout dans la nature. Donc, ils vont dans les villes chercher quoi? Chercher du popcorn quand même. Et ils arrivent dans les villes à essayer. Alors, Ils vont dans les cinémas. Non, mais voilà, je ne sais pas comment. Ben non, parce que tout est fermé. C'est le confinement, quoi. Ah oui. Et ouais, il y a des gens qui ont commencé à leur sortir des trucs des cuisines, des restaurants, etc. Parce qu'ils étaient infichus, infoutus de se débrouiller tout seuls, quoi. Et il y a des anecdotes comme ça sur les animaux pendant le confinement. Nous, on a tous vu des bêtes sortir, quoi. Moi, je voyais, j'habite dans le 92, mais il y avait des hérissons dans les rues quand même. Des hérissons. Jamais on voit un hérisson normalement. Voilà. Mais les animaux sortaient. Et j'ai trouvé cette période assez magique, en fait. Parce que ça veut dire que dès qu'on arrête un peu de faire les marioles, de faire les gugus et d'occuper l'ensemble du territoire, bah, les animaux se réapproprient totalement la terre. J'étais assez heureuse d'ailleurs de ça, à ce moment-là. Et je me souviens au Brésil... oiseaux. Ah ouais, les oiseaux, on entend les oiseaux partout. C'était incroyable. Même à Paris, on entend les oiseaux. On les entend jamais. Et je me souviens au Brésil, il y a des tortues qui étaient venues pondre parce que les plages étaient totalement désertes, quoi. Et là-bas, il y a, alors c'est peut-être un État seulement du Brésil ou une région, ils ont décidé suite à ça de laisser une plage sur deux ouverte uniquement aux animaux, parce qu'ils se sont dit bah oui, c'est vrai que les animaux n'ont plus d'espace en fait pour se reproduire. Les animaux marins, ils se reproduisent sur la plage, hein. Ils vont pas aller dans une crique comme les nudistes ou les exhibitionnistes du Cap d'Agde. Donc forcément, mais la plage est prise par les touristes. Voilà, et ils ont trouvé ce système-là qui est assez bien respecté apparemment et qui fait que les tortues se reproduisent à nouveau, parce que là non plus, il y en avait plus, quoi. Il y a des hommes bons. Ou qui réfléchissent un peu au niveau organisation. C'est vrai qu'on partage le territoire. Or, l'homme est partout et l'animal n'est plus nulle part parce qu'il n'a plus d'espace à lui. En forêt, je trouve qu'on n'est pas obligé, par exemple, même en France, on ne serait pas obligé d'avoir des sentiers dans tous les coins de la forêt. Il devrait y avoir des endroits de la forêt où l'homme n'a pas le droit d'aller. Ça me paraîtrait logique. Je suis bien d'accord. Mais le fait qu'il y ait des sentiers partout et qu'on puisse se balader dans l'intégralité de la forêt, moi je trouve que c'est un vrai problème. Et pour les chasseurs, t'en penses quoi du coup? Je suis pas pour, forcément. Voilà. Après, il y a le côté tradition, etc. Certes, régulation des populations. Moi, j'y crois pas trop. J'en sais rien. J'ai fait pas mal de chroniques anti-chasse. Maintenant, je le fais moins parce que je pense que globalement, les Français sont quand même
assez anti-chasse. Ouais, Donc je c'est un crois. truc assez partagé en fait. Il me semble que c'est 70%. Ouais, donc j'ai pas l'impression d'être un résistant si je dis que je suis anti-chasse. Je n'arrive pas, si vous voulez, à comprendre le principe de mettre une balle dans un fusil et de tirer sur une bête qui bouge. Voilà, le principe même du truc. Mais voilà, après peut-être que certains prennent du plaisir là-dedans. Je rappelle que sinon il y a le bowling, il y a un peu de basque, on peut faire la crapette. Enfin, mais il y a beaucoup d'occupations. Il y a beaucoup d'occupations, je veux dire. L'échangisme. Enfin voilà, on peut se défouler autrement. Voilà, la taxidermie. Bah oui, mais il faut. Mais non, parce que la taxidermie, ça va pas. Parce qu'il faut tuer la bête. Absolument pas. À ne pas pratiquer pendant l'échangisme. Hein. La taxidermie, on est d'accord qu'il faut laisser la personne en vie. Hein. Voilà, surtout. Je dis au cas où les gens mêleraient un peu les activités, ça commencerait à poser problème un peu au niveau de certains clubs qui n'ont pas besoin de ça. Parce que le Covid leur a fait beaucoup de mal. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ah bah oui. Mais il y en a, mais je suis pas sûre qu'ils aient tous fermé. Non. Ah bah non, parce que les gens ont toujours besoin de se faire des papouilles. Hein. Oui, ils ont besoin, d'accord, mais c'était du coup ils étaient clandestins, ils étaient comment ces clubs? Je sais pas, ouais. Je pensais que tu allais nous. Non, mais non, parce que renseigner. je fais assez peu, mais voilà, je regarde ce qui se dit dans la presse, mais non, là-dessus, je suis moins bon que sur le requin. Voilà, moi, mon truc, c'est le requin, l'échangisme, moi. J'ai vu. Voilà. Là, vraiment, bravo. Voilà, bravo pour cette. Chacun sa spécialité. Oui. Et l'échangisme avec les requins? Oui, mais on risque la morsure, quand même. Parce qu'à un moment, le requin, dans un enthousiasme délirant, peut dire oui, je vais te mordiller la nuque. Et puis en fait, avec 3 rangées de dents, forcément, à un moment, il vous chope la nuque et il vous coupe la tête. Donc, je vais te mordiller la nuque. Voilà. Oui. C'est pas mal. C'est le truc des requins. Donc, t'es breton. Oui. Juste une petite info toute bête que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur un site vegan. C'est qu'ils ont lancé une épicerie 100% végétal. T'es content? C'est pas étonnant. Il y en a partout, non? Non, mais épicerie, non, pas tant que ça. Ah bon? Bah non. Ah non, ouais. À Paris, il existe des Naturalia totalement vegan, je crois. Oui, il y en a 2-3, ouais. Mais bon, il n'y en a pas non plus énormément, mais enfin, ouais. Et donc, c'est où? Et c'est dans le Morbihan, ça s'appelle Vegadrac, je crois. D'accord. T'as des animaux de compagnie, toi? Un chien, oui. D'accord. Ouais. C'est quoi comme... Alors, c'est un petit croisé. Franchement, c'est un monsieur qui tapait dessus dans la rue et un monsieur qui faisait la manche. On lui a dit arrêtez, on va appeler la police si vous faites ça. Il est parti en criant non, pas police, parce qu'il parlait pas bien français. Il a laissé le chien comme ça. Donc, du coup, on a pris le chien et tant mieux. Et on a cru comprendre qu'il l'appelait Rebecca. En fait, pour un chien, c'était un petit peu énorme. Donc, on l'appelle Becca. C'était pas Chantel. C'est Becca, voilà. C'est Becca. Elle est très mignonne. D'accord. Elle a 8 ans. Ouais, elle est très heureuse d'avoir été. Elle n'a pas eu la vie qu'elle aurait dû avoir normalement, qui était une vie, je pense, passée à se reproduire pour vendre des chiots devant les grands magasins. Donc, on l'a sortie de cette vie-là et c'est chouette de penser ça, quoi, de pouvoir agir sur la vie d'un animal, quoi. Juste en le prenant. Tu vois bien que tu fais des actes. Ouais. Et à l'époque, on avait un deuxième chien, donc ça faisait beaucoup, mais l'autre est parti, donc il reste Becca, quoi. Et c'est bien de se pouvoir consacrer à elle. Voilà. Félicitations, Tanguy. Non, avec plaisir. C'est chouette d'avoir un petit chien à la maison. C'est toujours rigolo. Alors, je reviens sur une de tes chroniques animalières. Ça concernait le site Let's Talk About Pork. Tu t'en souviens? Non. Let's Talk About... C'était en Australie, non? Je sais pas. Non, ça parlait de quoi déjà? C'est un site où ça parle de porc. Ah oui, du porc avec une influenceuse. Je me souviens qui avait été débauchée pour faire la promo du porc et tout. Ouais. Oui, ça montrait. Je trouvais que ça montrait bien en fait le pouvoir des lobbies, quoi, et du lobby de la viande en premier chef. Donc parce qu'il faut savoir que nos impôts peuvent servir à. Bien sûr. Bien évidemment. Ils servent à des tas de choses. Nos impôts inavouables. Voilà, bien sûr. Et oui, je me souviens maintenant de cette chronique, en effet. Le sujet m'avait intéressé. Ce site-là, tu étais allé voir un peu, et c'est quoi exactement? Ah oui, c'était un site pour inciter les gens à manger du cochon, quoi. Donc, on disait que le cochon, c'était bon, que c'était formidable. Il y avait une petite influenceuse qui disait, moi, depuis que je mange du cochon, mais je ne suis plus la même femme. Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. C'était n'importe quoi, en fait. Et ils essayaient de faire un truc un peu fun, comme souvent aujourd'hui, de faire passer les choses avec le principe de l'humour, quoi. Donc il y avait des jeux de cochons, enfin je sais plus exactement quoi. Bon, l'idée c'est qu'à la fin il fallait se retrouver avec des chipolatas dans l'assiette. Ça allait pas plus loin. Et c'était, je crois, financé par la communauté européenne, en effet.
Quand même, au temps où on nous dit qu'il faut absolument pas de produits transformés, que la charcuterie c'est cancérigène, tout ça. Et oui, mais Les ça contradictions. représente tellement d'argent, surtout que ces gens-là sont tout puissants et que on peut pas faire grand-chose en fait, à part monter soi-même un lobby petit à petit et agir avec les dons des gens concrètement avec autant d'argent que ceux qui ont l'argent. Je vois pas d'autres moyens de lutter. Comme le lobby, c'est un gros mot, on n'a pas envie de se dire. Ah bah non, le lobby c'est juste un groupe en fait de pression qui peut faire connaître aussi et qui peut développer certaines idées. Il y a des lobbies qui sont très bien par exemple. Voilà, il y a des lobbies écolos, il y a des lobbies, c'est-à-dire des gens qui se battent, mais qui on concrètement... parle des fois de lobby vegan et je crois pas que ça existe. Je sais pas, je pense pas non plus, parce que ça paraît pas, ou en tout cas ils sont pas très efficaces dans ce cas, parce que ça a pas pris non plus une dimension extraordinaire, mais ça commence bien sûr. Mais non, un lobby ça permet de faire pression sur les députés, d'avoir du pouvoir en fait, voilà, et d'arriver à 15 au lieu d'un seul. Et ouais, je pense que c'est quand même pas mal au final. C'est pas un gros mot, c'est juste une manière de s'organiser et vraiment de faire pression, et pourquoi pas quoi. Oui, mais les techniques des lobbies sont pas très louables. Payer des scientifiques, corrompre les politiques. Ah, le lobby fait des cadeaux. Mais on peut offrir. Du coup, je sais pas si c'est si bien. tofu, Si ce n'était que de l'influence. Oui. On peut faire. On offre mais aux ça députés plaît- du ça tofu plaît à l'ail moins. des ours et ils sont contents, non? Parce que c'est très bon le tofu à l'ail des ours. Moi, j'adore ça. J'aime pas l'ail. moi. Ah bon? Non. Ah, l'ail des ours. Fabuleux. Est-ce que ça t'embête, toi, de chanter un De peu chanter. Ouais. De chanter. Tu chantes des fois ou pas? Très peu, Parce que très peu. j'aime bien faire un petit jeu, mais Ah. si ça t'embête de Non, on fredonner. y va. Ah, fredonner, d'accord. Je te dis le principe du Ah oui, jeu. d'accord, parce que C'est que je vais te donner un mot et il faut Oui. que tu chantes une chanson D'accord, en relation avec ce mot, mais il faut pas que ce mot soit dans la chanson. d'accord, ok. Mais une et chanson ça connue, doit quoi. t'évoquer. Bah bien Ah oui, sûr. d'accord. Non, je Ça pensais doit- qu'il fallait inventer une Ça doit t'évoquer quelque chose. Allons-y. Ça peut être des chemins D'accord. détournés. Bah, hein. allons-y, Il n'y a pas allons-y. de Allez, un mot. théâtre. J'aurais voulu être un artiste. Ouais, c'était trop facile, Oui, Clémence. bah oui, théâtre c'est trop facile. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Et oui, il n'y a pas de théâtre en plus dedans. Et ben non, c'est ça, il n'y a Ouais. pas de théâtre. Voilà. Très peu de mots, très peu de chansons avec le mot théâtre en fait, je pense. Ouais. Tiens, Popo, on va au théâtre peut-être dans les années 20, 30. Ouais, requin. Requin. Ah là, ça va être plus compliqué forcément. Je dirais si Sex and Sun, le soleil au zénith, les requins très loin dans l'eau. Ah ouais, ça t'inspire, tu vois. Mais je ne sais On pas. le disait Bah, tout à le l'heure, requin, la échangiste, mer, tout, ou, tout ça. Ouais, voilà, ouais, voilà. non, mais Ouais, bien sûr. je- On reste cohérent. Voilà, on essaye, on essaye. Un autre Chantal. Chantal, voulez-vous danser, grand-mère? Eh ouais. Voulez-vous ou un lapin? Tiens, Perspicace. puisqu'on parle des animaux. On voit qu'il a vraiment Ce l'habitude matin, d'écrire. Un lapin a Ouais. tué un chasseur. On Tudum, en parlait. C'était un lapin qui qui avait un fusil. Pan. Et moi, mon grand-père m'emmenait. Mon grand-père habitait au bassin Arcachon, mes grands-parents, et on allait se promener dans les pins comme ça. Et puis on trouvait beaucoup de cartouches de chasse en plastique là, de toutes les couleurs. Et moi, j'étais vraiment dans ma période Chantal Goya le lapin, et ça me rendrait hyper triste Ouais. en fait que qu'on tue les lapins. Ouais. Et donc, mon grand-père m'avait dit, bah écoute, on va hurler cette chanson dans les pins pour que les lapins fuient en fait, et pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Donc on hurlait, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et tu Comme croyais, ça. toi Bah, j'y croyais, ouais. Je pensais Ouais. que du coup les lapins s'en allaient, ouais. Et qu'on avait sauvé plein de lapins. Voilà. Et un jour, on a eu Chantal Goya dans l'émission. Je lui ai expliqué ça. Elle était émue, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça lui a fait un petit truc, quoi. Voilà. Allez, dernier Liberté. Liberté. Alors là, bah, je vois pas trop. Faut pas, même que ce soit en anglais, non. faut pas que ce soit qu'il y ait le mot. Hein. D'accord. Ah oui, sinon c'était freedom, freedom. Maintenant j'y pense. Ça c'est dommage quand même. Parce que... Tu peux prendre des routes. Oui, alors liberté. Liberté, ah oui. Ce soir, nous irons danser sans chemise, Waouh. sans pantalon. Eh ben on est libre. Hein. On est libre. Quand on n'a plus rien sur soi, on est libre. C'est ça la liberté. C'est tout nu, sans chemise, sans pantalon. T'es impressionnant. Hein. Voilà. Non, je sais pas. C'est que des chansons ringardes hein, quand même. Mais Rick Hazara et Chantal Goya, on est quand même sur du haut niveau de chanson. Hein. Je suis désolé parce que.
Mais liberté, Non, mais quand même. ouais, bah si, il y a Ma Liberté, bien sûr, cette belle chanson Non, de. mais faut pas. Ouais, pas. voilà, Hein, mais faut qui a pas. chanté Moustaki, écrite par Reggiani, ou l'inverse, Ouais. je sais plus, et qui est formidable, qui est magnifique. Mais voilà, on n'avait pas le droit à liberté, donc voilà. Alors, Tanguy, juste pour finir, Oui. je demande toujours si tu connais une recette végétalienne Alors, je ne connais pas parce que que je tu aimerais cuisine nous partager. très peu, Ouais. mais Ou en tout cas, un plat végétalien que tu aimes. non, moi j'aime bien j'adore le tofu, bah donc Ouais. ça tombe bien, et le tofu avec une sauce au curry, tout simplement, Mm. je trouve ça Tu le exceptionnel. fais revenir Ouais, dans revenir à une la poêle. poêle, griller comme ça. Après, on ajoute de la sauce, on fabrique de la sauce dans son coin, etc. On mélange les deux et c'est basique, hein. Ouais. Mais moi, ça m'est venu au début avec les plats indiens, parce qu'il y a beaucoup de plats indiens végétariens. Ouais. Et ils faisaient du palak paneer. Le palak paneer, c'est formidable. C'est des épinards à la crème, donc on peut remplacer la crème par autre chose. Je sais pas par quoi ils remplacent d'ailleurs. Et normalement, il y a du fromage dedans, quoi, du fromage sans goût particulier, mais la texture est très très bonne, quoi. Et donc, ils remplacent ça alors, par un espèce de tofu sans goût, mais ça, c'est exceptionnel. Alors, je ne sais pas faire le palak paneer, parce que je suppose qu'il faut faire revenir longtemps les Ah épinards. oui. Ils sont tellement. Ouais, c'est vraiment délicieux. C'est D'accord. vraiment délicieux. Ah ouais, ouais. Ah bah. C'est les plats indiens, mais les Indiens font. Parce qu'il y a toute une partie de l'Inde qui est végétarienne totalement, Oui. où les animaux sont même sacrés. La vache. On n'a pas le droit de les embêter, de les déplacer. Il faut attendre qu'ils vivent leur vie. Et cette partie de l'Inde-là fait des plats succulents sans viande. Voilà. Donc, Donc le palak paneer. palak paneer. Avec 2 à la fin, paneer. Et, On peut peut-être trouver des recettes d'ailleurs. Ah oui, si on va certainement. chercher. certainement. Palak paneer. Et quand on se met quand on devient végétarien et qu'on veut ne pas perdre justement un grand choix de menus, se tourner vers la nourriture indienne, c'est pas mal parce qu'ils ont des plats végétariens, ils en ont 40, quoi. Il y en a énormément. Donc ça, c'est un vrai bon plan, ouais. Eh ben, on te remercie Surtout que ce sont des gens pour ce conseil. Non, souvent en plus, ce sont des gens pauvres, donc la viande n'est pas extrêmement utilisée, parce que la viande c'est cher. Donc voilà, ils sont vite tournés vers les légumes. Oui, parce que l'histoire de la viande sacrée, tout ça, c'est quand même. L'Inde, c'est où il y a le plus gros cheptel. Ouais, je sais. C'est une partie de l'Inde, c'est 30% en fait. Ouais. Ce sont les Indiens, je crois, bouddhistes. Alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est une partie de l'Inde qui effectivement est comme ça. Les autres s'envoient des steaks. Voilà, à tire-larigot. Où l'envoie les expression plus utilisée depuis 72, un tire-larigot. Ouais, mais moi, ça me va bien. Ça, après Rika Zaraï et Chantal Goya, j'ai l'impression de vieillir d'un coup, en fait. C'est-à-dire, comme le requin tigre, je vais perdre la moitié de ma peau d'un coup, je vais perdre ma couleur. Et les gras rayures que j'ai dans le dos, c'est terminé, quoi. C'est horrible, horrible. Vive le requin tigre. Bravo, merci. Bah, c'est moi, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Désolé pour tous ces moments de gêne. Voilà. À bientôt sur scène. En tout cas. À bientôt, oui, absolument. Ou à la radio. Où vous voulez, en fait. Voilà, mais pas dans la rue, foutez-moi la paix. Merci. Merci.